bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être ici présents, donc que ça soit de manière virtuelle ou avec nous dans la salle. Merci également à l'IREMO de nous accueillir. Merci à vous, Arthur Kenney, d'être présent aujourd'hui. Donc, on va traiter aujourd'hui de la question des derniers événements qui se sont déroulés dans le nord-est syrien, à savoir surtout dans la ville de Hasakeh. Notre propos aujourd'hui soulève plusieurs questions, des questions qui sont sécuritaires notamment. On a toute une recomposition de la région qui se fait avec un nouvel accord de cessez-le-feu, surtout entre Damas et cette province kurde, et qui pose donc des questions, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sécuritaires, au niveau donc, de la sécurisation des prisons, renfermant des djihadistes de l'État islamique surtout, mais également ça pose des questions au niveau international de l'engagement de l'administration Trump, que l'on va donc pouvoir explorer plus en détail aujourd'hui. Donc avec moi, pour répondre à toutes nos questions, Arthur Kenney, chercheur en sciences politiques, affilié à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes co-auteur avec Adam Baxo et Gilles de Ronsoro du grand livre Anatomie d'une guerre civile, paru aux éditions CNRS 2016. Mais surtout, vous revenez de terrain, donc il me semble que c'est tout frais, vous débarquez du nord-est de la Syrie. Donc vraiment, avant d'introduire mon propos et également l'analyse, je vais vous laisser un petit peu faire un rappel à nos spectateurs de la situation en Syrie. Très bien, merci beaucoup et merci à l'IREMO pour cette invitation. Je travaille sur le nord-est syrien depuis 2012, sur la révolution syrienne, mais également dans le nord-est syrien depuis 2012. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer Ilham Ahmed, qui est donc la représentante à l'étranger du projet du nord-est syrien. Je l'ai rencontrée à Kobané en 2012. À cette époque-là, Kobané était encore Ain al-Arab, le nom kurde était peu connu. Et déjà à l'époque, Ilham Ahmed m'expliquait son projet de construction d'une espèce d'entité autonome du kurde syrienne, qui à l'époque était uniquement kurde, sans velléité de profondeur dans les zones arabes, on y reviendra plus tard. Mais tout ça pour dire que en fait, ce projet du nord-est syrien a été pensé, a été préparé par le mouvement kurde syrien affilié au PKK, donc le PID, la branche syrienne du PKK. Et ensuite, ils ont essayé de développer ce projet en suivant des directives du parti et aussi une volonté de prise de contrôle du territoire et de la population. Je commence par ça parce que c'est important de comprendre qu'on n'est pas juste sur des éléments exogènes d'une guerre contre l'État islamique, d'un soutien de la coalition internationale, mais aussi face à un parti politique kurde de Turquie, avec différentes ramifications en Syrie, en Irak, en Iran, qui à un moment donné a essayé de faire sa révolution dans la révolution syrienne. Et le nord-est syrien, qui vient qui est aujourd'hui en cours de démantèlement, vient d'un projet politique, partisan, militant, très, très, très organisé. Donc je travaille dans cette zone depuis longtemps. C'est une zone qui a été, c'est la zone de Syrie qui a été la plus contestée depuis le début de la Révolution, sachant que Raqqa a changé de main plusieurs fois, du régime de Bachar al-Assad à l'insurrection de l'armée libre syrienne, conquise ensuite par l'État islamique, reprise par les révolutionnaires syriens, et ensuite reconquise par l'État islamique qui en font leur capitale jusqu'en 2017. Les forces kurdo-arabes soutenues par la coalition internationale arrivent à reprendre la ville. Et donc le 18 janvier dernier, quand les forces démocratiques syriennes s'effondrent et la ville passe sous le contrôle du gouvernement de Damas, c'est donc une énième passation de pouvoir qui s'effectue et maintenant qu'on observe sur le reste du territoire. Donc on reviendra bien sûr sur cette transition politique. On reviendra sur cette transition politique, mais c'est un point important à avoir en tête, c'est que voilà, le politique, le modèle de gouvernance et le développement d'institutions répondent à des projets partisans et cadrés par des appareils militants. Que ce soit le retour de Damas via les institutions syriennes ou le projet PKK/SDF qui était en place. La deuxième chose sur ce retour de terrain, c'est qu'il n'y a pas eu de combat. On a assisté à un effondrement des forces démocratiques syriennes dû à leurs contradictions internes, c'est-à-dire des cadres du PKK qui,
à travers des officiers kurdes syriens qu'ils avaient formés, contrôlaient 80% de troupes arabes dans les forces démocratiques syriennes. Et évidemment, la contradiction était que ce dispositif militaire était très efficace pour lutter contre l'État islamique et éviter le retour du régime de Bachar al-Assad dans la zone, grâce au soutien notamment de la coalition internationale, mais il n'était absolument pas pensé pour se battre contre une armée, contre les révolutionnaires syriens qui prennent Damas à partir de décembre 24. Et donc ces contradictions font que, en fait, si le PKK a essayé de tenir la ligne de front et de combattre les troupes de Damas, en fait, ils n'ont pas pu combattre plus d'un jour ou deux, et tout s'effondre d'un seul coup. C'est un point important, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de combat, quasiment pas. Ce qui fait que les SDF, actuellement, en tout cas les combattants majoritairement arabes qui étaient dans les SDF et dans les ASAIH, les forces de sécurité kurdes qui tenaient le nord-est syrien, ne sont pas considérés comme des ennemis par Damas. Actuellement, on assiste à des politiques de normalisation de ces troupes et de retour à la vie civile. Et finalement, il y a une forme d'amnistie générale où on démantèle le projet du nord-est syrien, mais il y a une pacification, il y a une transition qui s'opère de manière assez pacifique. On y reviendra, j'imagine. Un autre point qui est extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas de massacre contre les populations kurdes. Évidemment, il peut y avoir des tensions ethniques entre arabes et kurdes, mais il y a deux types de violences pour l'instant que j'ai pu observer sur le terrain. Les civils kurdes qui perdent la vie au moment de la passation de pouvoir, donc on est vraiment le dimanche 18, quand le territoire change de main. En fait, à chaque fois, c'est le même scénario. Ils sont en train de se déplacer. Ils fuient Raqqa pour aller à Saké, notamment. C'est une longue route de 200 km, vous voyez, de Raqqa avec le microphone bleu qu'on voit sur la carte, si on zoome un peu. Et ils essayent de se rendre à Saké. Et là, ils passent par souvent des petites routes, ils évitent les axes principaux, etc. Et ils tombent sur des checkpoints de l'armée syrienne qui est en train de se déployer sur le territoire et qui attendent de voir passer des troupes des forces kurdes, et du coup qui montent des embuscades. Et à chaque fois, c'est des tirs sans sommation, donc des voitures civiles qui se font cribler de balles avec des morts parmi les occupants. Mais quand l'armée syrienne se rend compte de leur erreur, les civils sont blessés, sont envoyés à l'hôpital, et puis ils s'occupent aussi des survivants qu'ils aident à rentrer sur Raqqa ou à s'exfiltrer ailleurs. Tout ça pour dire que ce n'est pas une violence anti-kurde, c'est le déploiement d'une armée dans une situation de flou, où il y a des combats un peu partout, et donc forcément les civils qui se retrouvent pris entre deux feux, si je peux dire, il y a des dommages collatéraux. L'autre type de violence qu'on observe actuellement, qu'on a observé entre le dimanche 18 et le lundi 19, c'est des pillages de maisons de Kurdes, en fait. Pourquoi ? Parce que les Kurdes quittent leur maison pour quitter Raqqa, aller vers Assaké ou leur village pour se réfugier dans des zones où ils pensent un peu plus sécurisées. Et souvent, c'est des violences de voisinage. C'est-à-dire que là encore, on n'est pas dans des violences ethniques, mais souvent, c'est des voisins, en l'occurrence arabes. Raqqa, c'est une ville mixte, donc il y avait une certaine population kurde qui habitait à Raqqa. Par exemple, on prend le quartier de Roumélan à Raqqa, c'est un quartier mixte kurdo-arabe, extrêmement pauvre. Il faut imaginer des conditions d'habitat extrêmement délabrées. Et évidemment, quand vous avez une maison qui se libère avec une population qui fuit, etc., des gens du quartier peuvent en profiter pour aller piller des maisons. Et ces pillages, donc j'ai pu aller visiter plusieurs maisons et des familles kurdes qui étaient toujours sur place et qui m'ont expliqué un peu les tentatives de violence contre des maisons inhabitées. Et donc c'est passé par une fenêtre, par l'arrière-cour, ce genre de choses, ou défoncer un mur par derrière pour entrer dans la maison, voler une télévision, ou en fait, des biens qui sont très menus, parce qu'en fait, c'est encore une fois, le niveau de pauvreté est extrême. Donc voilà, là encore, il faut faire attention, on n'est pas dans des violences ethniques, c'est plutôt de la pression économique maximale sur ces populations depuis des années qui les pousse à commettre ces actes. On a énormément de cas de populations arabes qui ont protégé les domiciles des Kurdes qui étaient partis pour essayer justement, par solidarité, beaucoup de solidarité arabo-kurde sur Raqqa notamment. Le dernier type de violence, c'est le déploiement de l'armée syrienne. Alors j'ai fait beaucoup l'état des lieux autour de Kobané. Donc Kobané, l'armée est à peu près à 20-30 km de la ville de Kobané. Là on est vraiment dans ce petit enclave qu'on voit surligné en vert foncé.
Donc vous avez, ça y est, l'armée syrienne est dans la profondeur kurde, c'est-à-dire que les villages qu'ils occupent sont des villages kurdes. La population kurde a fui par crainte de violence, de répression, sachant qu'il y avait un discours identitaire très fort qui était instrumentalisé par le PKK. Les réseaux sociaux sont tous remplis de messages de haine, etc. Donc les gens ont peur. Et c'est légitime d'avoir peur et de vouloir la sécurité de sa famille. Toujours est-il qu'ils se retirent sur Kobané, et les 2 premiers jours de déploiement de l'armée dans cette zone, donc on est mardi, mercredi dernier, les soldats sont tout seuls, la zone est extrêmement minée, il y a beaucoup de tireurs embusqués du PKK qui conduisent des combats de retardement et qui tuent plusieurs soldats. Et là, évidemment, la police militaire et la sécurité générale ne peuvent pas être déployés dans la zone parce que la zone est encore considérée comme une zone de combat. Et évidemment, des soldats seuls, livrés à eux-mêmes, peu encadrés par leurs officiers, commettent des pillages. Et là, c'est vrai que dans ces villages, les pillages sont quasi systématiques. On peut voir les magasins. Mais on est vraiment sur des pillages de l'ordre d'un soldat qui arrive, peut-être il a une voiture, pas beaucoup de place, il ne peut pas emporter beaucoup de choses. Et ce qu'on voit dans les magasins, c'est par exemple la télé a été volée, certains types de biens, mais ce n'est pas un pillage massif où vous n'avez plus rien, au contraire. Et ce qu'on voit donc, depuis une semaine, on voit le retour des populations kurdes dans ces villages qui sont contrôlés par l'armée syrienne. Ça commence par des personnes âgées qui rentrent parce qu'elles savent qu'elles ont peu de choses à craindre. Ils vont faire l'assessment un peu de leurs biens, de ce qui reste, ce qui a été détruit ou pas. Et puis ensuite vient la famille dès que possible. Et il faut insister sur le fait que s'il y a pour l'instant peu de Kurdes qui sont revenus sur Raqqa et sur ces villages, on parle à peu près, il y a 3 jours, c'était encore que 1000 personnes qui étaient sorties de Kobané par le corridor humanitaire pour rentrer chez elles. Il n'y a pas de violence contre elles. Il y a un checkpoint qui demande les cartes d'identité. Par exemple, j'étais au checkpoint de l'entrée du corridor humanitaire pour Kobané. Une famille sortait de Kobané. Ils ont été arrêtés au checkpoint parce qu'ils n'avaient pas les papiers du véhicule. Et du coup, ils pouvaient être accusés d'avoir volé le véhicule à Kobané. Et puis la police militaire syrienne ne pouvait pas les laisser passer comme ça. Donc ils ont dû attendre 2 heures que quelqu'un vienne de Kobané et leur apporter les documents du véhicule pour continuer leur route. Mais on est vraiment dans une... Enfin voilà, c'est un contrôle classique, tout à fait normal. On n'est pas du tout dans une violence, encore une fois, de l'armée contre les Kurdes. Peut-être le dernier point, on passe aux questions. Le dernier point, c'est l'accord qui a été signé. Alors, les accords, les négociations avec les Kurdes durent depuis longtemps. Il n'y a pas de lâchage occidental des Kurdes, ça c'est un point important. Pourquoi ? Parce que depuis la création du nord-est syrien, enfin de l'administration autonome du nord-est syrien en 2015, la coalition internationale leur dit que ce sont des partenaires, certes, et on est dans une situation exceptionnelle du fait de la guerre civile qui durait avec le régime de Bachar al-Assad, mais dès la chute du régime, en décembre 2024, il est dit aux Kurdes par l'ensemble des envoyés diplomatiques occidentaux que le nord-est syrien ne peut plus exister en l'état et que la réunification de la Syrie est le but premier de la politique étrangère des différentes chancelleries occidentales. Là-dessus, donc, les Kurdes étaient conscients, le leadership était conscient qu'il fallait trouver un deal avec Damas et un moyen de réunification, de réintégration. La question était un soutien massif de pays occidentaux pour aider les Kurdes dans cette transition, que ça se passe de manière pacifique, que les Kurdes ne soient pas lésés et puis leur donner des garanties de sécurité. Cependant, le problème, ça a été que le leadership du PKK, qui encore une fois contrôle le champ politique et le secteur et militaire du nord-est syrien, a fait en sorte de jamais pouvoir répondre positivement à Damas, en faisant traîner les négociations, en empêchant le leadership kurde syrien de pouvoir négocier des accords. Et à chaque fois qu'on était proche d'un accord, finalement la situation bloquait et les Kurdes revenaient en arrière. Côté Damas, donc, le pouvoir évidemment arrêtait la discussion et puis la discussion reprenait que 2-3 mois plus tard. Donc on a eu plein d'occasions manquées depuis la chute de Bachar al-Assad de pouvoir trouver une transition politique pacifique. Et je crois que c'est un élément extrêmement important à avoir en tête quand on vient à parler de l'accord du 29 janvier, qui est encore en cours d'application aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie donc pour cette introduction.
Tout d'abord, est-ce qu'on peut être vraiment étonné de la rapidité de cette opération qui a été menée, puisque, je le rappelle, tout s'est fait en l'espace du mois de janvier finalement. Le nord-est syrien a été très rapidement contrôlé par l'armée syrienne. Il n'y a pas eu de dégâts au sens vraiment de morts. On assiste vraiment à un effondrement interne, au même titre que la Syrie de Bachar al-Assad s'était effondrée il y a un an. Est-ce qu'on peut être étonné de cette façon ? Ouais, c'est une très bonne remarque. Le vrai étonnement, en fait, ça a été la bataille d'Alep. Alep, c'est donc 2 quartiers kurdes, 3 à 400 000 personnes. C'est une ville, c'est des quartiers kurdes contrôlés par le PKK. Ils sont en dehors, donc la ville est en dehors du périmètre du nord-est syrien. On sait depuis des années qu'à chaque fois que le leadership kurde syrien sous Mazloum Abdi essaye de faire des tractations autour de Alep, le PKK interfère, et finalement c'est devenu très clair à la chute du régime de Bachar al-Assad, où Mazloum Abdi voulait évacuer ces quartiers depuis longtemps, comme garantie, comme concession au pouvoir syrien pour engager des négociations et permettre une transition, et le PKK refusait. Et en fait, donc on s'attendait à des forteresses militaires très difficiles à prendre. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand l'offensive a commencé, le quartier d'Ashrafieh est tombé Shah Marsoud est tombé en 4 heures de combat et Ashrafieh en 12 heures. Donc ça a été plié quasiment en une journée. Enfin, ça a été 2 jours et une nuit, quoi. Ce qu'on a vu, c'est que Mazloum Abdi donc, a retiré sous protection américaine ses combattants de Alep, alors que le PKK a fait le coup de feu et a tenté une mobilisation et puis de tenir le réduit jusqu'au bout. Et alors que les négociations étaient en cours et des accords étaient trouvés pour évacuer les populations kurdes, 150 000 Kurdes qui ont quitté ces quartiers pendant les combats, craignant pour leur vie, le PKK obstruait le départ des civils, le PKK bombardait les zones du gouvernement. Il y a eu ce fameux tir de drone sur la tour du gouvernorat de Alep, du conseil municipal, pardon, alors même que des bus étaient envoyés dans les quartiers kurdes pour évacuer des populations, des civils et des militaires. Donc on était dans une situation très, très compliquée où on voyait en fait un vrai clash, une vraie désolidarisation entre le système de commandement des SDF, des Forces démocratiques kurdes syriennes, et les réseaux PKK. Et évidemment, c'était des tensions très fortes. Dès lors que Shah Marsoud et Ashrafieh sont tombés, on pouvait estimer, et c'était un peu les analyses qu'on faisait à ce moment-là, que s'il y avait une tentative de Damas de se rapprocher très fortement du nord-est syrien, des zones de Raqqa et de Deir ez-Zor, il y aurait des mobilisations civiles et probablement un effet domino de mobilisation locale, populaire, contre les Kurdes, contre les forces kurdes, et donc derrière, probablement des défections dans les rangs des SDF, et donc un effondrement des forces kurdes dans cette zone. Mais là encore, on pensait que ça pouvait prendre 1 semaine ou 2 semaines, alors que ça a pris en fait une journée. Pas une journée, ouais. Effectivement. Pour revenir un petit peu sur la situation à Alep, ça s'est passé donc, au début du mois de janvier. Est-ce qu'on peut considérer que cette offensive qui a été faite au nord-est est une forme de continuité avec ce qui s'est passé à Alep ? Oui, tout à fait. Alep a été un test pour le gouvernement syrien. Leur idée, c'était de voir déjà les répercussions diplomatiques, comment les pays occidentaux, les États-Unis, allaient réagir à cette opération de sécurité, et également tester les lignes de défense et capacités de mobilisation par les forces démocratiques syriennes et le PKK de leurs troupes. L'opération était extrêmement bien préparée à Alep. Donc ce qu'a fait Damas, en fait, c'est que depuis des mois, il prépare en fait des contacts avec les populations arabes, parce qu'il y a des populations arabes qui vivaient dans Shah Marsoud et Ashrafieh. Oui, c'est une ville mixte. C'est des quartiers mixtes, ouais. Et donc il préparait des cellules pour permettre une insurrection locale qui, derrière les lignes de défense kurdes, allait permettre de créer des passages et à l'armée de pénétrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'on a eu en fait un soulèvement dans les quartiers au moment où l'armée attaquait les quartiers. Et ces zones sont tombées. Ce qu'il faut savoir, si on se met dans la perspective de HTS en décembre 2024, quand ils attaquent Alep, c'est que l'attaque d'Alep en décembre 2024 est extrêmement bien préparée. Ça fait des mois qu'ils pénètrent la ville avec des cellules,
qui contactent des cadres parmi les milices locales pro-iraniennes. Et de cette manière-là, ils arrivent en fait à créer une insurrection dans la ville, enfin une insurrection, des combats internes, qui bloquent l'armée syrienne et qui n'arrivent pas à manœuvrer, et puis avec des défections massives dans l'ensemble des régiments de forces auxiliaires pro-syriennes contrôlés par les Pasdaran iraniens. Et en fait, c'est le même scénario qui répète contre les Kurdes début janvier 26. Très bien. Donc cette offensive dans le nord-est syrien, elle repose depuis plus de 10 ans. Donc le nord-est syrien, repose sur une architecture politique et sécuritaire qui est très spécifique. Et donc cette offensive au nord-est, elle pose des questions vraiment sécuritaires, mais également identitaires. Est-ce que c'est vraiment la fin d'un rêve de ce qu'on pouvait appeler du Kurdistan syrien? Est-ce que ce projet a été condamné dès le départ, ou est-ce que c'est vraiment une conjoncture qui l'a rendu intenable? Ce projet était une illusion. C'était comme l'appellent les cadres du PKK qui contrôlent la zone. Ils parlaient de ce projet de l'alliance des peuples de Mésopotamie, avec une référence au Med et qui peut aller très loin. En termes de recherche de référentiels historiques pour légitimer ce projet politique. C'est un projet qui aurait pu fonctionner s'il y aurait eu une réelle intégration des populations arabes. Et aussi un respect de l'héritage révolutionnaire syrien de 2011, tel que les gens qui ont fui dans cette zone, parce que beaucoup d'Arabes de révolutionnaires syriens sont réfugiés dans le nord-est pendant toutes ces années, jusqu'à la chute du régime de Bachar al-Assad, parce que c'était un des rares espaces encore tenus par les forces de l'opposition. Cependant, le PKK et les leaderships syriens, kurdes syriens derrière, n'ont jamais tenté cette intégration. Un exemple qui est flagrant et dont tous les Syriens parlent maintenant dans cette zone, c'est les tunnels. Il faut imaginer des centaines, voire des milliers de kilomètres de tunnels, des villes souterraines, avec peut-être, on ne sait pas très bien, mais c'est plusieurs dizaines de millions de dollars d'investissement par mois pour construire ces lignes de défense. Et la grande question, le grand étonnement, par exemple, des soldats syriens qui découvrent ces zones, c'est pourquoi faire? Alors que cet investissement n'a servi à rien. Et en fait, on s'aperçoit que derrière, il y avait un hubris du PKK de se dire, voilà, on pourra mobiliser la société contre Damas sur un discours, un registre politico-identitaire, etc., que ce projet qu'ils étaient en train de construire. Mais comme il n'y avait pas d'adhésion de la population, et puis on y reviendra, et puis le système répressif kurde, c'est le système répressif qui permettait à ce projet de tenir dans les zones arabes, finalement tout s'est effondré. Et peut-être un point important de rappeler que ce projet politique était fait pour résister à une guerre contre la Turquie, pas à une guerre contre un gouvernement syrien avec un soutien populaire. Et c'est pour cette raison, à mon avis, qui s'est effondré. Alors, donc, est-ce qu'on va vraiment assister à une transformation sous contrainte de Damas, de toute la région, ou est-ce qu'on assistera vraiment à une illusion d'une espèce d'indépendance kurde toujours intégrée sous le giron de Damas? Donc, depuis le début des négociations, le 10 mars 2025, des discussions, Damas a été très consistant et très clair sur une chose: le retour de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire. Et était prêt à toute forme de concession par rapport aux Kurdes, leur donner 3 divisions, leur donner des droits, reconnaître peut-être le curriculum pour l'éducation. Enfin, les discussions portaient sur plein de choses, et étonnamment, à chaque fois, Damas acceptait de donner faire beaucoup de concessions. Mais oui, par contre, ils ont donné. On a vu la vidéo du président qui signait un décret donnant la nationalité aux Kurdes et affirmant que le kurde faisait partie d'une des langues nationales de la Syrie. Voilà, tout à fait. Donc les garanties, droits culturels et politiques sont acquis. Et ça, c'était très clair dès le début des négociations. Le problème, c'est qu'en face, le leadership kurde syrien, lui, recherchait une forme d'autonomie, faisait le calcul que Damas allait s'affaiblir rapidement et que les projets autonomistes, que ce soit Soueda, peut-être les événements sur la côte alaouite, allaient leur permettre de s'affirmer sur la durée. Et donc c'est une espèce de guerre d'usure qu'ils pensaient pouvoir gérer avec Damas, et évidemment qui s'est retournée contre eux, parce que Damas se renforçait, l'État se renforçait, en vue de reprendre l'ensemble du territoire et de terminer la guerre civile syrienne et la révolution.
les Kurdes donc, maintenaient une volonté autonomiste très importante. Et là, ce qu'on voit maintenant depuis cet accord du 29 janvier et l'effondrement des SDF, c'est au lieu de revendiquer une région mixte kurdo-arabe, où les Arabes étaient quand même 80% de la population, maintenant c'est des revendications autonomistes uniquement pour les entités kurdes. Damas est contre. Donc l'accord du 29 prévoit la mise en place, le retour des institutions de l'État dans toutes les zones, une dissolution des institutions sécuritaires et civiles de l'administration autonome du nord-est syrien, mais une réintégration des fonctionnaires et des forces armées YPG à Saïch dans les nouvelles forces de sécurité, et les employés de l'administration autonome du nord-est syrien vont également pouvoir continuer à travailler. Damas s'est engagé à garder les fonctionnaires. Raqqa, en ce moment, la transition politique à Raqqa est très intéressante. Damas a envoyé des cadres, ils appelaient les Moudir al-Monteka, sont des directeurs de départements avec chacun des ministères de tutelle, et tous les employés sont encore les employés de l'administration autonome du nord-est syrien. Et ils ont des consignes de Damas pour continuer à travailler. Donc les écoles sont ouvertes, les boulangeries, l'eau, les services publics fonctionnent, et de cette manière-là, on a une transition qui s'opère. Mais derrière, la volonté autonomiste kurde ne pourra pas avoir lieu. Les Kurdes auront des garanties, auront des forces de sécurité locales dans le cadre des forces commandées par Damas, mais n'auront pas d'autonomie politique. Très bien. Alors on peut maintenant évoquer tout l'aspect sécuritaire, à savoir que quand même les forces de sécurité syriennes ont eu la surveillance de camps de détention qui contenaient quand même pas mal de djihadistes, notamment de l'État islamique. Et donc cet affaiblissement des Kurdes dans la région peut poser la question de ce risque sécuritaire, et notamment, est-ce qu'on peut assister à une reconstitution de ces réseaux djihadistes ? Non, je pense qu'il n'y a pas de risque sécuritaire. Pour revenir sur l'événement de passation de contrôle des prisons. Donc il y a 2 prisons qui sont passées sous le contrôle de Damas. La première, c'est la prison de Raqqa, la prison d'Artan. Le fait qu'il n'y ait pas d'accord, la transition a été chaotique. Et en fait, les derniers cadros qui défendaient la ville de Raqqa se sont réfugiés dans la prison. On était entre environ 200 cadros réfugiés dans la prison. Vraiment des durs du PKK. Les négociations côté kurde étaient menées par un cadre du PKK iranien qui négociait avec la sécurité générale syrienne en vue d'un safe passage pour partir vers Assaké ou vers Kobané. Et clairement, le PKK a dealé l'échange des prisonniers et remise des clés de la prison contre un sauf-conduit pour être protégé par la coalition pour pouvoir s'échapper. Donc ça a été un peu chaotique. Mais finalement, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'évasion. L'autre prison où ça a été compliqué, c'était celle de Shedadeh. Donc Shedadeh, c'est là où il y a le petit camion tout à l'est. C'est à peu près par là. Et donc c'est une prison, Shedadeh, il faut imaginer, il y a une base de la coalition dans la ville. C'était un pôle important de l'organisation de la lutte contre l'État islamique et de construction d'opérations de QG pour les forces démocratiques syriennes qui se projetait sur tous des résorts. C'est un point militaire important. Et il y avait donc également une prison qui est à 3 km en sortant de la ville, au nord de la ville. Et là, vous aviez encore 117 prisonniers de l'État islamique, des Syriens, tous capturés avant ou au moment de la chute de l'État islamique, à la bataille de Barouz. Des gens en assez mauvaises conditions. Et ce qui s'est passé, c'est pas très clair, mais la ville s'est soulevée. Il y a eu des mouvements autour de la prison. Tentative de forcer le périmètre, etc. La prison était protégée par 180 Kurdes qui demandaient l'assistance de la coalition pour venir en aide et les dégager, ce que la coalition ne pouvait pas faire, parce qu'ils étaient dans leur base, et puis c'était des forces américaines qui n'avaient pas l'ordre de bouger. Et à ce moment-là, il y a deux possibilités, 2 scénarios. C'est soit les gardes ont ouvert les cellules pour permettre aux prisonniers de partir et créer un moment de chaos et puis pouvoir partir également, ou alors les insurgés, en rentrant dans la prison, sont allés dans la zone, c'est une sorte de camp militaire, ont pu trouver la porte de la prison et puis aller libérer les prisonniers. Pour avoir été sur place et interviewé d'anciens prisonniers et des gens qui ont recueilli les prisonniers et puis des forces de sécurité, etc., et également évidemment beaucoup d'entretiens avec les Kurdes, c'est pas très clair. Toujours est-il que très probablement il y a une
très probablement, enfin, tous les entretiens convergent en disant c'est les gardes qui ont fait péter les cellules, ou en tout cas qu'on refusé jusqu'au bout la passation de la prison, ce qui a mené à cette évasion massive. Enfin, c'est pas une vraie évasion, ce que les... Et juste un point là-dessus, les prisonniers étaient extrêmement faibles en sortant de prison. C'était des gens en caleçon qui retirent leur tunique orange immédiatement pour ne pas être ciblés par la coalition. Ils partent sur la route qui mène à Shedadeh. Et là, la population vient les récupérer en voiture, parce qu'ils voient des gens voilà, dans le besoin. Ils les amènent dans des mosquées, chez l'habitant, pour s'occuper d'eux. Et quand l'armée pénètre dans la ville le soir, ils les remettent à l'armée. Et donc 81 personnes sont remises à l'armée le soir, et dans les 2 jours qui viennent. Et ensuite, l'armée va faire des ratissages, et je crois qu'ils arrivent à récupérer une ou 2 dizaines d'autres prisonniers, donc il y en aura encore 15-20 dans la nature. Mais c'est pas... Enfin voilà. Et pour dire des prisonniers dans la nature, c'est des gens qui arrivent à contacter... ils arrivent à Shedadeh, certains ont de la chance, ils tombent sur des cousins ou de la famille, qui va les emmener ailleurs, dans leur village d'origine. Et donc, ces gens arrivent à s'échapper de cette manière-là, mais c'est des gens brisés. Et je ne pense pas qu'individuellement, ce soit un problème sécuritaire. Et enfin, le camp de Al-Hol. Donc, le camp de Al-Hol les Kurdes l'ont évacué, un peu sans coordination avec Damas. Damas n'arrive dans le camp que 2 à 3 heures après le départ des Kurdes. Et pendant ce laps de temps, vous avez quelques dizaines de familles qui franchissent ce périmètre du camp et qui tentent de s'échapper. Mais qui sont rapidement rattrapés par les forces de sécurité de Damas qui arrivent dans la zone. On ne sait pas très bien combien se sont échappés, mais on parle de familles et de gens qui peuvent être peut-être assez radicalisés en faveur de l'État islamique, mais qui sont... voilà, ce n'est pas non plus des réseaux opérationnels qui peuvent commettre des attaques sur le champ. Et actuellement, Al-Hol est extrêmement bien sécurisé par force de Damas, sachant que la seule condition américaine pour toute cette offensive sur Damas, ça a été vous sécurisez les prisons et Al-Hol et vous nous aidez à transiter les prisonniers de l'État islamique, les 7000 prisonniers en question, vers l'Irak. Et donc évidemment, Damas met une priorité maximale à la sécurisation des zones qu'elle a entre ses mains. Al-Hol, on parle de 23 000 pensionnaires. Il y a eu 2 tentatives d'évasion de Al-Hol depuis la reprise par Damas. Donc, la première, c'est quand les forces de sécurité de Damas arrivent et puis elles doivent faire du ratissage pour récupérer les familles qui sont sorties du camp. Et la deuxième, ça a été quand il y a eu 6 individus qui ont attaqué le périmètre de sécurité pour essayer de rentrer et sortir des familles. L'un d'eux, d'origine égyptienne, qui était probablement lié à Horace al-Din, a été tué par la sécurité qui les ont bloqués et empêchés de pénétrer le périmètre. Et la situation dans Al-Hol est plutôt calme. Pas de tension entre gardiens et population, alors que sous les Kurdes, c'était extrêmement tendu. Et le camp a été ravitaillé en nourriture pour 2 mois par les Nations Unies, et puis les ONG commencent à revenir travailler dans le camp. Donc finalement, on est dans une situation d'accalmie, d'apaisement de la situation dans une zone Al-Hol, quand on sait ce que ça a été, du temps où il y avait encore 70 000 pensionnaires et des tensions extrêmement fortes, où le camp servait réellement de QG pour l'État islamique. Là, on est quand même dans une accalmie. Un point important là-dessus, les Damas, c'est-à-dire HTS, si on remonte un peu l'étymologie du pouvoir actuel, sont en guerre contre l'État islamique depuis 2013. En discutant avec les nouvelles autorités du camp, il est hors de question pour elles de faire des cadeaux à l'État islamique et aux familles de l'État islamique. Ils sont dans une stratégie sécuritaire de reprise en main qui peut être également très dure. Ils savent faire contre l'État islamique. Et le gouverneur, par exemple, de Hasakeh, qui a été nommé par Damas, Marwan Ali, était un des cadres chargés de la lutte contre Horace al-Din à Idlib. Donc c'est quelqu'un qui a toute la connaissance, la compétence pour mener la lutte et les opérations contre l'État islamique. Et il est nommé gouverneur d'Hasakeh, preuve qu'il y a une volonté de Damas de prendre ce sujet très au sérieux. Surtout qu'au-delà de la rupture à partir de 2013 entre HTS, qui était Front al-Nosra, et donc l'État islamique, surtout le président actuel, Ahmed el-Sharaa, anciennement appelé al-Joulani, renonce au djihadisme global depuis 2017. Donc il y a vraiment cet effort de rupture qui est continuel encore dans sa politique.
Donc, vous parliez tout à l'heure notamment de la pression qui est mise par les États-Unis pour le transfert de tous les prisonniers de ces prisons donc issues de l'État islamique vers l'Irak. Ce qui me permet en fait de rebondir à ma prochaine question. Comment est-ce qu'on peut interpréter le rôle de l'administration Trump des États-Unis en général dans cet accord de cessez-le-feu? Ils y jouent un grand rôle. Lequel? Est-ce qu'on assiste à une reconfiguration partielle nationale ou même régionale du fait de l'action des États-Unis? Du déploiement américain dans la région? Oui. Donc la diplomatie américaine est totalement dysfonctionnelle depuis l'arrivée de Trump. Pas que les Américains étaient très brillants sur la Syrie tout au long de la guerre, mais on voit quand même une aggravation de la capacité américaine de compréhension et de prise en charge de problèmes complexes sur la Syrie. Pourquoi? Parce que tout est dans les mains de l'envoyé spécial américain, Tom Barrack, une espèce de Trump bis, donc mania de l'immobilier, etc., qui contourne sa propre administration en permanence et qui fonctionne avec une petite équipe qui finalement n'a pas les moyens de rentrer dans les détails. Même s'ils arrivent à faire un suivi de la situation, jamais ils n'ont pu rentrer dans les détails des négociations entre le leadership kurde et Damas. Alors que d'autres pays, notamment la France, étaient très investis dans le suivi en détail de ces tractations. Le problème américain a été que le changement de paradigme, donc pour les États-Unis, la Syrie sous Bachar al-Assad, c'était lutte contre l'État islamique et sanctions contre le régime de Bachar al-Assad, refus de normalisation avec le régime. Dès lors que le régime tombe, ça a été reconstruction de l'État syrien. Donc de manière automatique, la lutte contre l'État islamique passait par le soutien à Damas qui rejoint la coalition globale contre l'État islamique après l'été 2025. Donc dès lors, on était dans une situation où les Kurdes n'étaient plus une carte. Et au contraire, les Kurdes étaient même vus par Tom Barrack de plus en plus comme un problème pour lui, dans sa normalisation, dans son but de soutenir Ahmed Shara. Et dans ce cadre-là, donc, il essayait vraiment de pousser les Kurdes dos au mur à accepter des concessions de manière très dure et évidemment non avantageuse pour les Kurdes. Le problème de tout ça, c'est que ça a contribué à tendre la situation. Damas n'avait plus de ligne rouge de ne pas attaquer les Kurdes. Et évidemment, même s'il n'y avait pas un feu vert américain pour attaquer les quartiers kurdes d'Alep ou attaquer le nord-est, il n'y en a pas eu. Les Américains ont essayé à chaque fois, après les batailles d'Alep, les Américains négocient un retrait des forces kurdes qui sont à Derafeur et Maskana, c'est-à-dire on est au sud de l'Euphrate, au sud de Raqqa. Et les troupes kurdes se retirent, les Américains mettent en place, là on est vraiment le samedi 17 janvier, les Américains mettent en place une ligne de démarcation avant Tabqa, qui est la ligne de démarcation avec le régime de Bachar al-Assad qui existait donc depuis 7 ans, entre le nord-est syrien et les zones tenues par le régime syrien. Et là, il y a l'armée syrienne teste le périmètre, finalement s'engage dedans, alors même que les Kurdes sont en train de se retirer, il y a des clashs, ce qui pousse l'armée syrienne à refaire un bilan de la situation, et ils obtiennent l'aval du président syrien, d'Ahmed Shara, pour passer cette ligne de démarcation, aller sur Tabqa. Et la bataille de Tabqa est clé parce que c'est là où les forces démocratiques syriennes, avec le PKK, essayent de combattre. Donc elles ont essayé de combattre, et c'est là où en fait elles s'effondrent en masse avec désertion et mutinerie, ce qui ouvre la voie sur Raqqa et Deir ez-Zor, où des soulèvements populaires commencent dans la nuit et le lendemain, le dimanche 18. Mais tout ça pour dire que les Américains ont essayé de continuer de manière théorique à faire un rôle d'arbitrage, mais en ayant totalement changé de camp. Et évidemment, ça a été extrêmement dangereux parce que ces 2 dernières semaines, on était au bord d'un péril et on y est toujours. C'est-à-dire qu'un conflit ethnique est toujours possible. Des deux côtés, on a des forces radicales, la situation est extrêmement polarisée. Et actuellement, on en reviendra sur le déploiement de Damas, des forces de sécurité de Damas à Assaké et Kamichi, qui a commencé hier. La situation est extrêmement tendue. Et tout le monde retient son souffle parce qu'on sait très bien que si ça commence à partir, là, on est dans des zones où, mobilisation kurde d'un côté et de l'autre côté, Damas qui a déployé énormément des dizaines de milliers d'hommes, on est potentiellement sur une situation explosive. Une situation explosive, ouais. Et cela, encore une fois, parce que je pense l'appareil américain a tenté de monopoliser les négociations sans chercher vraiment à les résoudre. Alors même que c'était très clair que Damas voulait le retour sur le territoire, les Américains se sont contentés de faire des négociations
un peu, par exemple, sur le militaire. On va discuter de l'intégration de 3 divisions SDF dans l'armée syrienne, etc., alors que ce n'était pas le sujet. Ce qu'attendait Damas, ce n'était pas l'intégration de forces armées, c'était la souveraineté. Et du coup, de cette manière-là, l'envoyé spécial de Trump, Tom Barrack, qui voulait des succès diplomatiques et puis montrer que les négociations avançaient, mettait des leurres, en fait, et alors que la situation sur le terrain se tendait, était de plus en plus difficile, et on savait que le cessez-le-feu pouvait être rompu à tout moment. Très bien, merci beaucoup. Alors justement, comment est-ce qu'on peut analyser la stratégie syrienne de Ahmed al-Sharaa qui, donc, par cette reconquête, essaye de porter un message politique interne, régional, international? Comment est-ce qu'on peut vraiment expliquer cette stratégie, surtout que là, vous avez parlé d'un déploiement massif qui a commencé il y a tout juste 24 heures? Ouais, alors c'est pas un déploiement massif des forces de sécurité, ça a été 15 voitures à saquer, et puis aujourd'hui c'est une centaine d'hommes qui sont en route vers Kamishli, qui sont en train de se déployer, donc c'est restreint, et Damas fait attention à ne pas provoquer et à respecter les accords qui prévoient un déploiement dans un premier temps très restreint. Votre question est très juste, c'est-à-dire pourquoi Sharaa a pris autant de risques? C'était un immense pari de mettre la pression sur les forces kurdes et de provoquer un conflit que lui espérait très court, et l'histoire a prouvé qu'il avait raison, mais qui pouvait aussi complètement dégénérer. Ce qu'on a vu de l'armée syrienne à Soueda, donc lors des déploiements dans le sud du pays, dans la région majoritairement druze, ça a été des massacres. Et en fait, je crois que pour en avoir beaucoup discuté avec les autorités syriennes, le bilan de Soueda, c'était 2 choses. C'était premièrement, les mobilisations tribales mènent à des actes de revanche entre populations civiles, peut amener à des conflits qui sont très très difficiles à contrôler. Et Soueda, on parle d'une zone où vous avez 50 ans de conflits tribaux entre bédouins et druzes. Et donc évidemment, mettre les pieds là-dedans avec des divisions militaires, vous allez à la porte ouverte au massacre, ce qui s'est passé. Et à Soueda, donc il y a 6 mois, l'armée syrienne déployée est totalement chaotique. Soueda, c'est une armée qui se déploie avec très peu de forces de sécurité pour l'encadrer, la police militaire quasiment inexistante, des forces armées qui n'ont quasiment aucun moyen de communication entre elles. Donc c'était des soldats qui s'appelaient sur WhatsApp, alors qu'il n'y avait pas de connexion de réseau, et finalement une capacité de manœuvre très très mauvaise, ce qui a permis à un moment un embouteillage sur l'axe principal descendant de Damas à Soueda que les Israéliens ont tout de suite utilisé pour bombarder l'armée syrienne, faisant plus de 500 morts quand même, et détruisant tout le matériel lourd. Donc en fait, le gouvernement syrien a compris qu'un déploiement devait être très très bien organisé. Et ils ont pensé donc leur opération dans le nord-est, en conséquence. Et la grande surprise, ça a été la capacité de professionnalisation de l'armée syrienne. Les unités, les divisions qu'on voit se déployer dans le nord-est syrien n'ont rien à voir avec les divisions qui étaient envoyées à Soueda. C'est un registre totalement différent. Il y a évidemment le fait qu'on a le déploiement de plusieurs divisions qui étaient sous contrôle kurde, qui sont les héritiers, qui sont les groupes qui étaient dans l'armée nationale syrienne, qui était soutenue par la Turquie depuis des années. Mais surtout, ce qu'on voit se déployer sur l'ensemble du territoire, c'est la sécurité générale et la police militaire, qui ont un niveau de professionnalisation et d'institutionnalisation beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment montés en puissance. Ce qui permet une opération militaire relativement clean. Et ce que je disais sur les pillages, etc. Donc dès lors, en fait, ce qui s'est passé, comment Sharaa a pris la décision de ce pari, en fait. Donc, première étape, c'était Alep. Alep, c'était un test. Finalement, ça se passe bien. L'opération, avec l'insurrection provoquée dans les quartiers kurdes, etc., permet de faire tomber la ville de manière assez rapide. Et pour avoir discuté avec les autorités kurdes qui s'occupaient du régime syrien, qui s'occupaient des tractations avec les Kurdes, ils me disaient depuis des mois déjà, on connaît très bien les quartiers kurdes, on y va régulièrement, on a beaucoup de réseaux, on sait où sont les tunnels, etc. Et finalement, le PKK est très statique dans sa position défensive et on peut probablement provoquer un effondrement interne. C'était difficile à évaluer, mais c'était leur assessment. Et en fait, ils ont eu raison, ça s'est passé tout à fait de cette manière. Avec une opération vraiment préparée, donc sur le renseignement, ils étaient bons, ils préparaient une insurrection en interne. Sur le plan militaire, la sécurité générale a la main d'abord sur la priorité, c'est-à-dire la sécurité des civils. Donc, corridor humanitaire, ils évacuent 150 000 personnes des quartiers en 2 jours, ce qui est énorme.
et ensuite préparation des sites de bombardement, où ils publiaient des cartes pour demander aux populations civiles de s'écarter des zones qu'ils allaient bombarder. Et puis après, sur le plan militaire, très bonne coordination entre le renseignement aérien qui était donné par les Turcs, des chambres d'opération extrêmement modernes. Pour en avoir vu certaines, il faut imaginer des salles remplies d'écrans avec des moyens de communication très très performants. Et du coup, POSCAP a essayé de manœuvrer des unités sur le terrain qui ne sont pas... c'est pas une armée d'excellence, c'est une jeune armée avec beaucoup de jeunes recrues, etc. Mais ayant les bonnes indications, etc., qui arrivaient quand même à prendre le terrain. Et donc Alep tombe très rapidement. Fort de succès, l'opération contre le nord-est syrien, on pourrait en venir plus dans les détails, devient pensable. Et on est donc dans la situation où, vous voyez ce lac, le lac Assad, qu'on voit en bleu ici. Les Kurdes donc, avancent sur les forces syriennes avancent sur Maskana et des Rafers. Les Kurdes se retirent grâce à l'accord conclu avec Mazloum entre Mazloum et Shara. Ils se retirent ici. Et ici, c'est la ligne de démarcation devant la ville de Tabqa. Et c'est là où, en fait, les officiers syriens, apparemment, ça je le sais d'entretien avec des officiers qui commandaient côté syrien, font leur rapport au président en lui disant, voilà la situation, on est en position de force, on peut avancer et sûrement rentrer facilement dans Tabqa et casser le dispositif de défense avant que les Kurdes remettent en place un dispositif solide et fassent venir des unités PKK plus homogènes, etc., pour défendre la zone. Et donc c'est exactement ce qu'ils font. C'est un peu la politique de la canonnière, donc ils envoient de l'infanterie légère avec des véhicules, des pick-up, qui sont immédiatement neutralisés par les Kurdes, enfin détruits. Et là, ils prennent ça comme... donc ils violent le cessez-le-feu qui avait été imposé, à un moment où les Kurdes sont en train de se replier, et les Kurdes répondent à cette violation, et eux, ils prennent ça comme excuse pour ensuite enfoncer la zone et pénétrer. Et ça, c'était une décision du président. Donc c'est là où la prise de risque commence, et en fait, après, ça va trop vite. Donc malgré toute la mobilisation internationale qu'il y a eu, des appels, etc., à Shara pour lui dire surtout arrête, parce qu'on ne veut pas de massacre kurde, ça a gueulé partout, hein, que ce soit aux États-Unis, en Europe, c'était trop tard. Et ça s'effondre en 3 jours, et donc après, tout le monde est obligé de faire le bilan du nouveau rapport de force, et c'est là où on en est. Très bien, merci beaucoup. Alors effectivement, vous avez évoqué donc, les épisodes un petit peu chaotiques de violence. Alors on comprend bien qu'il n'y a pas de violence organisée. La violence ne vient pas du sommet de l'État. Néanmoins, on a quand même des espèces de brebis galeuses, si je puis dire. Par exemple, on a eu cet épisode qui a beaucoup choqué. C'est un militaire syrien qui se vante d'avoir coupé les tresses d'une femme kurde, symbole en fait d'affaiblissement. Il a été arrêté hier. Voilà. Ouais. Et donc on se rend bien compte donc, que c'est vraiment pas quelque chose qui est voulu au sommet de l'État, c'est pas quelque chose qui est organisé, mais est-ce que c'est très ponctuel, mais est-ce qu'il y a vraiment une dégradation des relations entre les Arabes et les Kurdes dans la région, ou c'est juste des cas vraiment très isolés? Non, alors, ouais. Donc les tensions évidemment existent, hein, et la peur chez la population kurde est encore une fois légitime. C'est normal d'avoir peur dans une situation comme ça et de vouloir protéger sa famille. Donc le fait que les gens soient réfugiés, les Kurdes soient réfugiés en masse sur Kobané, Kamishli et dans le reste du Nord-Est, c'est tout à fait compréhensible étant donné la polarisation des discours ethniques et de haine qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. La réalité sur le terrain est extrêmement différente. Donc les violences dans les combats des soldats contre des femmes kurdes ou des combattants du YPG, on a ça dans toutes les formes de conflits. Il faut remettre ça dans le contexte de combat. C'est comme cette femme kurde dont le corps à Alep est jeté par les combattants syriens qui reprennent le quartier du haut de l'immeuble. Donc il faut bien comprendre des soldats de l'armée syrienne qui se déploient dans un contexte urbain. Ils se sont tirés dessus par des snipers, des gens qui sont dans des tunnels, etc. Il y a des combats. Et donc quand ils neutralisent un combattant ennemi, évidemment, on ne peut pas s'attendre à un respect strict du droit international et de non-humiliation de la personne en face. J'ai été étonné pendant mes 2 semaines à suivre l'armée sur le dernier moment de l'offensive. C'était les soldats qui disparaissaient, les soldats syriens, kidnappés par des forces kurdes qui sortent d'un tunnel, etc., et dont on retrouve le corps après, qui a été mutilé, torturé, etc. Donc la violence est là. Et c'est des 2 armées qui se confrontent, et la violence est dans les 2 camps.
à Raqqa, au moment de la chute de Raqqa, donc le dimanche 18, vous avez les snipers du PKK, femmes et hommes, hein, donc, qui combattent et qui ont ordre de continuer à faire un combat d'arrière-garde dans la ville, tuent 22 civils et font une centaine de blessés en tirant sur la foule avec des kalachnikovs, des snipers du haut des immeubles. Une de ces femmes combattantes des YPG, par exemple, a été blessée. Et j'ai pu aller la voir immédiatement à l'hôpital le dimanche soir. Elle avait reçu une balle dans la jambe. C'était intéressant parce qu'à l'hôpital, les forces de sécurité syriennes l'avaient amenée à l'hôpital quand il l'avait récupérée. Mais ils n'étaient pas là pour garder l'hôpital. Il n'y avait que le personnel médical. Et donc j'ai pu rester un bon moment avec elle seule. Et ce qu'elle racontait, donc c'était une jeune kurde, 24 ans, de Kobané, c'était qu'elle avait reçu les ordres depuis 3 jours avec son unité de rentrer dans les tunnels et de terroriser la population en tirant dessus, etc., pour éviter tout rassemblement, en vue d'empêcher la jonction entre la population insurgée et l'armée syrienne qui pénétrait dans la ville. Donc ils ont appliqué les ordres à la lettre, jusqu'au moment où, passant d'un tunnel à l'autre, entre 2 coups de feu, elle reçoit une balle dans la jambe, et le reste de son unité l'abandonne parce qu'ils ont besoin de rester mobiles et ils ne peuvent pas s'encombrer d'un blessé avec eux s'ils veulent pouvoir s'enfuir. Des exemples comme ça, on en a plein. Et cette femme, cette jeune combattante, évidemment, elle est bien traitée, etc. Et puis il n'y aura probablement pas de procès, elle va pouvoir retourner dans sa famille sitôt que l'accord est mis en place. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas sous-estimer aussi la violence des combattants du PKK contre la population et contre les soldats syriens qui se déploient. Et de l'autre côté, évidemment, il y a des abus de la part des soldats syriens contre les forces du PKK. Mais je pense que si on compare le nombre de violations d'un camp par rapport à l'autre, on est quand même dans une politique de la terre brûlée par le PKK, qui détruit les ponts, mine toutes les infrastructures. Le nombre de mines, c'est extrêmement impressionnant. Et les civils en paient les prix parce qu'ils sautent dessus, etc. Enfin, ils ont miné quasiment toutes les routes en se retirant. Et ensuite, cette guérilla via des tunnels, etc., qui est complètement incohérente avec les négociations en cours menées par le leadership kurde, syrien et Damas. Donc on est dans cette situation extrêmement tendue, et c'est la préoccupation qu'on a sur l'application de l'accord, parce qu'évidemment là maintenant il est temps de poser les armes et arrêter les combats, l'escalade. Très bien, donc ça me permet donc de vous poser une question un peu plus sur le long terme. À quoi est-ce que concrètement on peut s'attendre? Est-ce qu'on s'attend à une stabilisation générale de la zone? Est-ce que c'est une nouvelle zone d'incertitude? Alors je sais que là c'est un petit peu, on est encore dans l'événement, que tout le monde retient encore son souffle, qu'on n'a pas vraiment de perspective d'avenir claire. Mais est-ce qu'on a des événements clés, des étapes clés, des dates clés qui sont prévues? À quoi on peut s'attendre concrètement? D'accord. Donc la mise en place de l'accord est prévue sur 1 semaine. Et après, c'est des étapes de mise en place plus de processus institutionnel. Donc hier et aujourd'hui, c'était le déploiement de la sécurité générale, en très petit contingent. Donc une centaine d'hommes pour Assaké, une centaine d'hommes pour Kamishli. Ce qu'il faut dire, c'est que la semaine dernière, toute la semaine dernière, vous avez eu des délégations du ministère de l'Intérieur qui ont préparé ces déploiements en se rendant à Kobané et à Assaké pour discuter avec le leadership de manière, le leadership local. Ensuite, deuxième étape, c'est donc cette semaine, c'est les nominations ont été faites. Gouverneur de Assaké, gouverneur kurde par intérim, pareil pour le ministère de la Défense, pareil pour le ministère des Affaires étrangères. Donc toutes ces nominations ont lieu. On a les listes de noms sont là. Et donc les officiers de Damas vont pouvoir prendre leurs fonctions. Et pareil pour les Kurdes, pouvoir commencer officiellement leur collaboration. Ensuite, il y a un démantèlement prévu des institutions du nord-est syrien qui passe en 2 étapes. Première étape, c'est une étape de recensement par Damas des forces de sécurité, ASCDF, Assaïch et des employés civils. Donc ça, Damas, ça a commencé par exemple, il y a des résorts. C'est assez impressionnant, c'est des bureaux qui ouvrent, où vous avez tous les SDF et Assaïch qui viennent pour s'enregistrer. Donc c'est des milliers de personnes qui font la queue. L'ambiance est plutôt détendue. Encore une fois, ils ne sont pas vus comme des ennemis, mais comme des gens qui doivent normaliser leur situation. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent ensuite aller postuler leur réintégration dans les forces de sécurité, l'armée syrienne, ou continuer leur travail en tant qu'employés. Sachant que Damas s'est engagé à reprendre les employés. Et de toute façon, Damas a un problème de ressources. Ce qu'on voit par contre là-dessus, c'est un problème, et on voit ça dans le reste du pays,
c'est que vous avez 3 types de populations qui sont quelque part en compétition pour les postes dans la fonction publique ou dans l'armée. Vous avez les anciens employés, qui sont employés kurdes ou employés du régime, dans ce régime de Bachar al-Assad, qui veulent continuer leur fonction. Vous avez eu tous les déserteurs ou les gens qui ont quitté un moment ces fonctions qui veulent les réintégrer. Et vous avez les révolutionnaires, ou des gens qui ont été dans les forces démocratiques syriennes, ou qui ont un passif, etc., politique, militant, enfin peu importe, qui aussi veulent continuer à exercer. Et du coup, en fait, vous avez tout ça pour dire, je fais 3 catégories, mais évidemment c'est plus complexe, que l'exercice de réintégration passe par des commissions qui ont une tâche très difficile. Et ça peut prendre des mois de faire ce vetting, le mot en français j'ai oublié, mais ce vetting de la population et des listes à intégrer. Pour les forces de démocratie, donc ça c'est l'étape telle qu'elle est. Plus précisément, pour les YPG, donc vous avez 15 000 hommes, alors 20 000 hommes, les listes ne sont pas très claires, mais donc les Kurdes s'engagent à donner des listes à Damas, qui ensuite va faire le vetting de ces listes, pour intégrer dans les 3 brigades de Hasakeh et la brigade prévue pour Kobané, intégrer ces combattants. La nomination, donc ce ne sera pas des brigades purement YPG, Damas a été clair là-dessus, même si les Kurdes interprètent ça comme des forces kurdes très cohésives, etc. En réalité, le Damas quand même garde une capacité d'intégration pour casser justement cet esprit de corps et puis avoir un meilleur contrôle sur les unités, pour être sûr de ne pas avoir des forces qui s'autonomisent et qui pourraient mettre en difficulté Damas sur le long terme. Il y a la question de nomination du commandement, ensuite, qui va se poser d'office, sachant que les unités YPG ont une structure militaire très particulière et que les officiers YPG, du coup, doivent, sur les 2 ans qui viennent, passer par des centres, des écoles de formation, des académies militaires, pour ensuite revenir prendre leur position. Donc en fait, on va assister à une rotation. Et qui va permettre aussi de ventiler et de normaliser la situation de ces unités kurdes. Forces de sécurité locales, donc je l'ai dit, gros contingents de Kurdes vont être intégrés à ces forces de sécurité. Et la question se pose sur les zones mixtes. Donc Hasakeh est une ville à 80% arabe, même si elle est tenue par les Kurdes actuellement. Qamishli est une ville mixte, où vous avez au moins 40% de population arabe. Et donc là aussi, la question de la représentation, et là c'est le second point, au niveau des municipalités, des baladiyés, se pose. Et là, donc probablement, on va vers des élections locales. Sur le plan national, les Kurdes vont obtenir probablement 7 députés au Parlement. Il y a une compétition qui commence à se faire jour maintenant entre les partis kurdes pro-barzanistes et le PID / toutes les entités politiques pro-PKK qui sont en compétition pour négocier avec Damas le nombre de postes qu'ils auront chacun, etc. Donc on va voir en fait une recomposition de la scène politique kurde syrienne, avec probablement une compétition politique extrêmement forte entre différents partis. Et dernier point, pour répondre à votre question, désolé, c'est un long texte, c'est un accord qui est très détaillé, donc je vais vite, mais c'est le déploiement à Damas dans les prochains jours sur la frontière avec l'Irak, le poste frontière de Simalka. Damas va également essayer de se déployer pour couper le poste frontière de Simalka de la ville de Malekiyeh avec Qamishli, parce qu'ils ne veulent pas de continuité et c'est leur décision de voir des Kurdes transiter du nord-est syrien, du Kurdistan irakien au nord-est syrien. Déploiement sur les champs de pétrole qui est prévu ces jours-ci, avec l'envoi de techniciens pour faire des évaluations, stabiliser la zone, etc. Donc ça, c'est un peu le déroulé qu'on a de séquençage sur les jours à venir. Évidemment, tout peut ralentir. La seule garantie un peu de timeline qu'on a, c'est que le retrait par les Américains des 7000 prisonniers de l'État islamique vers l'Irak va prendre du temps. Et les Américains s'étaient donné 15 jours pour le faire. Ils n'en ont évacué que 900 sur 7000. Donc c'est lent, évidemment. Et plein d'autres problèmes vont se poser. Les discussions sont toujours en cours sur ensuite plein de points politiques qui ne sont pas encore réglés, comme la question de transition des institutions. Donc après, il faut voir un peu comment le travail au concret d'une administration publique peut continuer, selon quelles conditions, etc. Donc tout ça est encore à discuter. Un dernier point pour conclure, et pardon, c'était une longue réponse. Pour Damas, la priorité pour le nord-est syrien, c'est vraiment de stabiliser la zone au maximum, éviter
contrôler les conflits tribaux. Donc ça, c'est un point qu'on pourra en discuter, mais vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de situation chaotique et qui permettent de stabiliser très vite, très rapidement les populations civiles. Et l'autre chose, c'est la souveraineté sur les frontières et évidemment les ressources économiques, les champs de pétrole et gaziers, pour permettre un redémarrage, redémarrage des investissements et pour ça, Damas a vraiment, c'est très important pour Damas de ne pas provoquer, de ne pas aller à l'affrontement. Et c'est pour ça que les combats ont cessé. Et je pense que les dernières négociations entre Mazloum et Chara, qui ont lieu donc pour l'accord du 29 janvier, étaient très claires sur, je pense, le point d'argument majeur de Mazloum Abdi dans ces négos, c'était de dire, voilà, vous avez gagné l'ensemble du territoire quasiment sans combat. Jusque-là, il n'y a pas d'effusion de sang massif. On n'est pas dans un conflit ethnique. Et surtout, ne nous poussez pas à l'erreur à devoir combattre à travers cette mobilisation kurde parce que vous pénétrez de manière arbitraire dans nos quartiers sans coordination, etc. Parce que là, on va vers un vrai combat et une déstabilisation massive du pays et vous serez soumis à des sanctions internationales, probablement. Donc, les deux camps des deux côtés, les Kurdes ont plutôt un bon accord qui souhaitent voir appliquer, en tout cas pour le leadership syrien. Et côté Damas, il y a la volonté aussi de faire très, très, très attention pour que les choses se passent bien. Effectivement, le régime syrien est particulièrement prudent puisque la plupart des ressources pétrolières, notamment, se trouvent au nord, là où des anciennes zones contrôlées par les Kurdes. Et notamment donc, sur la question kurde, on se rend bien compte qu'il y a toute une recomposition, que cette question-là, elle est en ébullition. Est-ce qu'on peut s'attendre au fait de vraiment déplacer le problème, donc, c'est-à-dire que la population kurde, notamment, aille en Irak, puisqu'elle trouverait un mode de vie qui lui soit plus favorable, ou est-ce que les Kurdes vont vraiment se contenter de ce qu'ils ont ? Non, il n'y a pas de déplacement de population massif à attendre, je ne pense pas. Si les choses continuent de se passer de cette manière-là, les Kurdes syriens, sont des citoyens syriens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Kurdes syriens, la mobilisation kurde qu'on voit en ce moment dans ces zones, qui est réelle, est aussi une mobilisation contre le PKK. C'est-à-dire que les Kurdes syriens ont aussi beaucoup souffert de la pression sécuritaire du PKK et puis la prédation économique. Et actuellement, se mobilisent parce qu'ils ne veulent pas voir entrer l'armée syrienne et voir des massacres avoir lieu. Donc il y a une anticipation et du coup des systèmes d'autoprotection qui sont mis en place. Mais pour autant, ils rejettent toute forme de cette ingérence d'un parti kurde extérieur qui les a menés au désastre en fait. Et c'est là où le PKK a perdu 2 combats. Il a perdu sur le plan militaire et il a perdu sur le plan politique. C'est-à-dire que son projet d'une profondeur arabe, de tenir ce nord-est syrien dans cette espèce d'illusion d'un projet politique qui était absolument pas viable et bourré de contradictions, finalement en s'effondrant a marginalisé le PKK de la scène politique kurde syrienne et l'a mis dans une situation extrêmement positive. Et paradoxalement, les Kurdes soutiennent le YPG, donc soutiennent les brigades de défense du peuple, et on voit des multiplications des checkpoints, des groupes de vigilantisme, etc., sont revenus sur un discours extrêmement ethnicisant, nationaliste kurde qui avait disparu, parce que le PKK portait un discours d'intégration, au moins sur le plan officiel, des populations arabes. Mais pour autant, il y a la volonté d'aller vers un accord et de trouver une transition pacifique. Ils savent que des combats depuis les réduits de Kobané ou ailleurs, à Mouda, Derbassi, etc., aboutiraient à des bains de sang. Et ça, tout le monde veut l'éviter. Donc après, on n'est jamais à l'abri de groupes radicaux qui bombardent, qui massacrent, etc., et qui poussent à des surréactions, mais pour l'instant, tout le monde essaye de l'éviter. Alors peut-être une dernière question, parce qu'il nous reste 20 minutes, et comme ça après on prendra les questions dans le public. C'est une question qui est un peu plus large, d'ouverture je dirais. Plus largement, est-ce que ce qui est en train de se passer donc, dans le Nord-Est n'est pas symptomatique finalement de toute la guerre civile syrienne, à savoir une guerre qui ne se termine pas, mais une guerre qui plutôt se transforme, se modifie dans sa façon d'être ? Je pense qu'on assiste à la fin de la guerre civile syrienne et à la fin de la révolution. Une guerre civile s'arrête quand l'ensemble du territoire est réunifié. Et donc ce qu'on voit, c'est la reconstruction d'un État avec un projet de réintégration des différentes formes d'expériences révolutionnaires qu'il y a eu sur le territoire. Alors évidemment, on est face à des cadres, je ne veux pas faire un tableau trop rose, mais on est face à des cadres au pouvoir issus d'un parcours plutôt de pouvoir autocratique à Idlib,
Le soutien à la Syrie, c'est le soutien turc et des pays du Golfe, c'est-à-dire des modèles qui sont loin quand même des régimes démocratiques occidentaux. Donc il faut s'attendre à une forme de souverainisme très dur et des concessions finalement en termes de participation politique, etc., très limitées. Mais dans le même temps, il faut bien avoir en tête que le système politique qui existait dans le Nord-Est était complètement contrôlé par le PKK. Derrière le discours d'une démocratie des peuples et tout ce truc sur la décentralisation, en fait, ça n'existait pas. On était face à un système marxiste-léniniste extrêmement centralisé, pyramidal, où les cadres, c'est-à-dire les cadres du PKK, les cadres comme les gens les appellent là-bas, contrôlaient tout, de l'économie aux décisions politiques à tout. Donc finalement, je pense que les populations, y compris les populations kurdes du nord-est syrien, ont beaucoup à gagner de cette transition vers l'État syrien. Ce qu'on voit en ce moment, et je pense que c'est la preuve de ça, c'est une libéralisation de la scène politique kurde syrienne. Pour la première fois depuis 10 ans de contrôle du PKK sur la société kurde, on voit des partis kurdes revenir de l'étranger, commencer à remobiliser. Alors évidemment, ils ont des soutiens de Barzani, des soutiens du PUK de Talabani et d'autres. Mais voilà, on a des modèles alternatifs au PKK, et le PKK est vraiment critiqué de manière ouverte par la population kurde. Donc une première question qui est quelles sont les différentes factions kurdes qui font partie des FDS et les autres qui n'en font pas partie? Quelle est l'influence des autres partis kurdes non syriens, non syriennes, irakiennes et turques? Et alors, dernier élément de la question, est-ce qu'ils ont envoyé réellement des combattants? Est-ce quand on parle de la population kurde, est-ce que toute la population kurde est affiliée à ces partis, FDS, YPG et autres? Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu les éléments de langage? Oui, très bien. Donc les forces démocratiques syriennes, on était peut-être autour de 60 000 combattants et combattantes. C'est donc un système militaire qui est fondé à partir de 2015 et qui est assez cohérent. C'est-à-dire que c'est des systèmes de recrutement locaux avec différents bataillons. Les SDF étaient contrôlés par contre par des cadres du PKK. Je vous prends par exemple l'exemple de la ville de Tel Brak, qui est peu connue, entre Kamishli et Assaké, qui a été, et la chute de Tel Brak il y a une semaine a permis à l'armée syrienne de couper la route entre Assaké et Kamishli. Donc j'ai pu aller là-bas pour voir un peu comment l'insurrection, enfin comment ils avaient pu prendre un nœud aussi stratégique en fait. Donc Tel Brak s'était défendu par 185 SDF arabes, contrôlés par 35 Kurdes syriens officiers et contrôlés par 8 cadres, dont la plupart étaient iraniens et turcs, et 5 sur les 8 ne parlaient pas arabe. Ils avaient des interprètes pour donner les ordres à leurs officiers. Ce qui s'est passé, c'est que dès que l'armée syrienne a approché de Al-Hol, les soldats, les SDF ont contacté l'armée syrienne, des proches ou le renseignement militaire ou quoi, en leur disant voilà, on est prêt à se mutiner. Par contre, il faut que vous approchiez de la ville et on vous ouvrira les portes et on va faire en sorte que ça tombe de manière assez rapide. Sachant que la population de Tel Brak, c'est une zone mixte, donc population arabe de la ville était survoltée et prête à s'insurger, mais ils avaient très très peur de la répression kurde. Et donc l'armée a commencé à se déployer. Ils ont mis plus de temps que prévu parce que c'était miné, ils ont pris des drones suicides, ce genre de choses. Et finalement, la ville se soulève toute seule, les gens sortent dans la rue, et les SDF se rebellent, mutinent, prennent le contrôle de 5 points stratégiques pour contrôler les abords de la ville, et les 8 cadres doivent fuir. Et dans leur fuite, les 8 cadres tirent sur la foule, font 7 morts et plusieurs blessés, et puis arrivent à fuir par les tunnels. Donc là, on a la chute c'est l'exemple parfait de pourtant un nœud stratégique extrêmement bien préparé, des systèmes de défense j'ai pu visiter surarmés avec des mines de toutes parts, etc. Le système s'effondre de l'intérieur. Donc ça, c'est les SDF. Ensuite, vous avez, et actuellement, les SDF, on peut considérer que les SDF n'existent plus. Mazoum Kobané dit que le commandement SDF revendique encore l'existence de 20 000 soldats, mais en fait 20 000 soldats, c'est probablement les YPG. Donc après, les YPG, c'est un groupe qui a toujours gardé son autonomie, comme les Sassanides ou la Liwa al-Shimel
enfin, qui était un groupe arabe. Les Sassanides, c'est plutôt un groupe armé chamar. Et les YPG, eux, avaient leur autonomie, leur centre de commandement, etc. Et puis c'est eux qui sont maintenant l'architecte de la mobilisation kurde et de la résistance pour protéger les zones kurdes. Les YPG, on était entre 15 et 20 000 combattantes et combattants. À cela s'ajoute actuellement tout le reste de la mobilisation kurde. Donc mobilisation kurde va dans les deux sens. C'est-à-dire le PKK a envoyé énormément de troupes au Kurdistan syrien pour essayer de colmater les brèches et puis faire un système d'encadrement. Actuellement, il est question qu'ils rentrent à Kandil chez eux dans le cadre de l'application de l'accord. Et l'autre chose, c'est évidemment la mobilisation populaire kurde. Donc mobilisation générale. Vous avez donc tout le monde est en armes. Les PKK, les YPG ont distribué des kalachnikovs à tout le monde. Les jeunesses révolutionnaires, qui sont un peu l'organe de contrôle du PID, du PKK sur la société, sont extrêmement mobilisés, tiennent des checkpoints, font des raids dans les quartiers arabes à Kamishli, tiennent très fortement à Saké, puis font peser, mobilisent la société. Et puis après, par exemple, si vous allez dans les zones majoritairement kurdes, il y a tout un environnement assez festif où les gens sont à des checkpoints, les dansent, mettent de la musique, les civils amènent de la nourriture aux soldats. Il y a des gardes et des rotations de gardes organisées toute la nuit. Et dans la journée, vous avez aussi les forces spéciales kurdes, les YAT qui se déploient pour assurer la sécurité. Et vous avez après des combattants, des volontaires qui viennent un peu partout, notamment du Kurdistan irakien. Mais là, c'est vraiment, je dirais, c'est dur d'évaluer, hein, mais moi, je dirais que c'est très symbolique. Par exemple, l'UPK a envoyé un petit contingent de forces spéciales. Je ne sais pas très bien ce qu'ils font. C'était vraiment pour prendre une photo. Il y a des bus de Peshmerga à la retraite qui passent la frontière pour venir au Kurdistan syrien. Le PDK de Barzani est dans une aide active à Mazloum, et puis dans le cadre de processus de négociation, etc. Pourtant, on n'a pas ouvert la frontière, en grand. C'est-à-dire que pour traverser la frontière du Kurdistan irakien au Kurdistan syrien, ça a toujours été très contrôlé. Et là, il faut encore se déposer comme ONG, journaliste ou quoi. Ce que font les militants, et en fait, ils s'enregistrent comme ONG, ils passent sous couverture. Mais c'est pas une mobilisation transrégionale comme on pourrait l'imaginer. Où en est la situation des populations alaouites accusées d'avoir collaboré avec le régime des Assad? Ouais, très bonne question. Donc on a 3000 combattants alaouites, qui sont beaucoup d'anciens officiers, qui ont intégré les SDF sur la dernière année. Et parce que les SDF avaient un problème les forces démocratiques syriennes, un problème de recrutement. C'est beaucoup de pression sur la population qui était recrutée de force pour rejoindre leur rang, et ils ne faisaient pas confiance aux populations arabes, donc il y a eu l'intégration de ces forces. C'est pas très clair ce qui vient d'eux. Beaucoup ont déjà déserté et sont dans des négociations, ont pu rentrer sur la côte alaouite. D'autres ont été arrêtés, sont en prison. Et le gros de ces effectifs sont sur Kobané et dans la région, dans le nord-est, Kamishli et autres, encore contrôlés par les Kurdes. Et évidemment, c'est un point assez ardu, mais les tractations sont en cours pour qu'il y ait une réédition sans... Beaucoup de ces gens étaient... Par exemple, j'ai été dans des villages sur la côte, c'était en décembre dernier. Dans le village, 100 jeunes étaient partis dans le nord-est. Parce que le salaire, c'était des populations donc sans revenus, etc. Alors que les Kurdes proposaient des salaires de $300 pour un soldat à $500 par officier. Donc très, très attractif. Et donc beaucoup de populations, les alaouites, sont allés là-bas. Et ça, le gouvernement syrien, pour en discuter avec des cadres de la sécurité générale, en sont conscients. Ils disent en fait, c'est les gens qui sont allés pour l'argent. Donc ils peuvent rentrer chez eux, il n'y aura pas de poursuite. Sauf pour des criminels du régime d'Assad, il y aura une enquête de sécurité et probablement un jugement. Qui sont, au-delà de la question kurde, dans quelle situation se trouve la population chrétienne dans la région nord-est de la Syrie? On nous parle également du risque de l'État islamique avec le départ de SDF de certaines régions. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus à nous apporter? Et une dernière question qu'on rejoint en fait, pour aller au-delà de la question kurde. Qu'en est-il des pro-Assad qui s'étaient réfugiés dans le nord-est? Ça fait 3 questions en une, ça va être peut-être un peu long. À laquelle on vient de répondre la toute dernière. Ok. Du coup, les populations chrétiennes, vous aviez été divisées entre les populations pro-régime sous Bachar, qui étaient dans les quartiers du régime à Saké et à Kamishli,
et les populations chrétiennes assyriennes qui avaient rejoint les SDF et qui avaient un régiment à elles, les Storo. Les dernières semaines, on a vu le parti politique assyrien faire des tractations avec Damas en vue d'une transition politique et une normalisation, alors que la branche militaire de ce parti, qui était intégrée au SDF, était plus dans une position de combat et de résistance, etc. Et évidemment, c'est des tractations qui l'ont remporté, heureusement. Et maintenant, pour discuter avec des officiers des assyriens qui étaient intégrés au SDF, ils espèrent pouvoir continuer une carrière d'officier dans l'armée syrienne, etc., avec tous les bémols qu'ils mettent sur la difficulté de l'exercice et tout ça. Mais donc, c'est des populations qui ne vont pas être pas inquiétées, probablement pas, et qui vont bien sûr pouvoir continuer à rester sur place. Sur le risque de l'État islamique, il faut avoir en tête que ces dernières années, mais surtout depuis un an, la contradiction entre l'appareil répressif PKK sur la population, notamment à des résorts où l'État islamique mène peut-être 80% de ses opérations depuis un an, a fait qu'on était sur un modèle de contre-insurrection qui ne fonctionnait plus, où la population détestait les Kurdes, refusait de collaborer avec eux, et donc c'était très difficile, dans ce cadre-là, ça donnait un espace à l'État islamique pour exister dans la zone et opérer. Et ce qu'on espère maintenant, c'est que la meilleure collaboration entre la population et les forces de sécurité, parce qu'il y a le phénomène d'intégration et puis d'interconnaissance, souvent les mêmes tribus qui sont dans les... la coordination se passe beaucoup mieux, va permettre une contre-insurrection beaucoup plus fine, beaucoup plus ciblée. Sachant que les Kurdes, quand ils faisaient une descente dans un village pour choper une cellule islamique, ils faisaient le siège pendant 3 jours, ils arrêtaient 50 personnes, c'était totalement contre-productif. Et ça donnait évidemment l'occasion à l'État islamique de recruter. Et un dernier point là-dessus, c'est dans les prisons kurdes, par exemple la prison de Raqqa, on s'aperçoit qu'en fait, sur 3000 prisonniers qui sont dans la prison, il y en a beaucoup qui étaient enfermés au nom de soutien à l'État islamique ou pour terrorisme, et alors qu'ils n'avaient rien fait. La preuve en est, c'est 128 enfants mineurs qui ont été libérés de la prison il y a quelques jours, parce qu'ils étaient, c'était des mineurs qui avaient pris une vidéo, qui avaient un drapeau de la révolution syrienne. Les Kurdes utilisaient la lutte contre l'État islamique comme label pour réprimer tout mouvement activiste dans la société. Tu as parlé de la couverture aérienne turque sur la prise d'Alep, enfin des 2 quartiers d'Alep. Quid du rôle de la Turquie au-delà de ça, dans la dernière offensive, et quels sont les scénarios possibles? Et peut-être que la question est liée, mais comment s'est opérée la professionnalisation de l'armée syrienne que tu as évoquée? Donc la Turquie est moteur dans la reconstruction de l'armée syrienne, comme on le sait. Il y a environ 15 000 soldats syriens qui sont à l'entraînement en permanence en Turquie. C'est énorme. C'est plus de soldats ukrainiens qu'on forme en Europe par mois. Plus ensuite un appui turc en voie de formateurs un peu partout dans les académies militaires du pays. Donc c'est une capacité de formation très accélérée avec des modules de formation très courts par unité, 2-3 semaines, et puis on fait bouger les soldats le plus rapidement possible. La logistique de l'armée syrienne est pas trop mal, preuve qu'il y a un vrai soutien, parce que le gouvernement syrien en soi n'a pas les moyens de le faire, que ce soit de la nourriture, des véhicules, du train, du génie, etc. Et dans les champs de commandement, c'est extrêmement moderne. Et c'est clair que là-dessus, il y a des cadres turcs qui de fait, en fait, qu'on rencontre régulièrement sur le terrain. C'est saturé d'agents, que ce soit du MIT ou militaires turcs ou des forces spéciales turques qui sont là dans le cadre de collaboration, de partenariat et d'appui syrien. La Turquie, de ce fait-là, a pu jouer un rôle assez fin dans ces opérations militaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas apparus sur le terrain. Aucun coup de feu n'a été tiré depuis la frontière turque vers la Syrie. Et finalement, ils ont remporté un gain majeur grâce au soutien qu'ils amenaient à l'armée syrienne. Évidemment, les drones et tout le renseignement militaire turc a été extrêmement important. Et je pense aussi la sanctuarisation aérienne de l'opération par l'armée de l'air turque pour dissuader toute frappe israélienne. Sachant que les Kurdes ont appelé assez régulièrement les Israéliens au secours pendant toutes ces 2 dernières semaines. Et de ce fait-là, l'armée syrienne était assez libre de ses mouvements.
et puis a pu suivre un déploiement dans la zone relativement, sans obstacle, sans aucun obstacle. Donc la Turquie était opposée dans les négociations à l'intégration de brigades kurdes à l'armée syrienne. La Turquie, du coup, va la concéder du bout des doigts à Damas parce qu'il fallait trouver un accord. Et puis, côté Damas, ils comprenaient bien que donc c'est Damas qui a poussé la Turquie à cette concession pour donner un gage aux Kurdes. Maintenant, la Turquie va être très vigilante probablement sur le vetting des listes de ces YPG qui vont intégrer l'armée syrienne. Ce qu'ils redoutent, c'est des cellules PKK au sein de l'armée syrienne, ce qui est une possibilité. La Turquie était aussi très embarrassée par le retour des populations kurdes à Afrin, notamment les populations d'Alep. Après la chute des quartiers d'Alep, vous avez 50 000 Kurdes autorisés par le régime syrien à rentrer à Afrin, chez elles. Évidemment, ça, en termes de vetting, de contraintes sécuritaires, etc., c'était une vraie souci pour la Turquie, mais le régime syrien a fait pression, parce qu'il voulait faire des concessions et puis faire avancer les choses. Mais derrière ça, la Turquie sort plutôt évidemment consolidée en position de force. Le PKK est désavoué y compris au sein de la population kurde. Le PKK est en mode de retrait vers le Kurdistan iranien, vers une nouvelle aventure révolutionnaire dès lors que Trump bombardera Téhéran ou quelque chose de genre. Et quelque part, il neutralise un problème à leur frontière sud. Derrière ça, le processus de paix est très lent en Turquie. Tous les cadres du PKK avec qui on en discute le reconnaissent. Cependant, il existe. Abdullah Öcalan a été très engagé et a vraiment fait pression sur le PKK pour ne pas aller à l'escalade militaire en Syrie, ne pas faire la bataille de Kobané ou des choses comme ça, et a soutenu Mazloum tout au long des négociations, ce qui a permis à Mazloum de tenir et de rester un interlocuteur de Damas dans ces négos, alors même qu'à un moment donné, son éviction était quasiment actée. Et dernier point, le fait que Öcalan négocie directement avec le DEM, donc le parti kurde de Turquie, fait que le PKK n'a pas de marge de manœuvre politique en Turquie en ce moment. Et je pense que ce qui a sauvé l'accord et ses négos avec Damas, c'est le fait que le PKK n'avait pas d'option. Il pouvait faire un combat d'arrière-garde à Kobané et puis sacrifier la ville, comme il a fait dans le combat de la guerre des villes en 2015 en Turquie. Mais il était dos au mur. C'était soit l'option militaire d'un combat jusqu'au boutiste, soit un accord du moindre pire, du moindre mal, pour ensuite se retirer peut-être des troupes. Sachant que le PKK n'a perdu n'a que très peu de combattants dans ces 2 dernières semaines, et l'idée de pouvoir récupérer ces gains, ces effectifs militaires et pouvoir les redéployer ailleurs, ça fait sens pour le parti. Donc je pense de cette manière-là, évidemment, la Turquie engrange un succès majeur. Quelle est la probabilité que les Kurdes parviennent à purger les éléments du PKK? Et après le décret présidentiel reconnaissant l'identité kurde, dans quelle mesure est-il probable que la région puisse suivre une trajectoire comparable à celle du GRK en Irak? Donc il n'y aura pas de GRK, c'est-à-dire d'une région autonome kurde, pour la raison qu'il n'y a pas de population kurde homogène en Syrie. On parle d'1,5 million de Kurdes syriens, peut-être 2 millions, mais et éclatés sur plein de villes tout au long de la frontière turque. Donc ça, c'est pas une option. Sur la reconnaissance des droits culturels et politiques, donc ça, c'est un vrai acquis, ça c'est clair. Et les discussions actuellement autour de l'accord portent sur ce point. Les Kurdes aimeraient bien élargir ces droits. Donc ils ont obtenu la fête de Nowruz, ils ont obtenu plein de choses comme ça. Et maintenant, les discussions portent principalement sur l'éducation, où les Kurdes veulent un curriculum en kurde dans les écoles kurdes. Et Damas dit non, le kurde est une option, etc. Mais voilà le type de discussion dans lequel on est maintenant. Et évidemment, les Kurdes aimeraient plus de garanties constitutionnelles, etc. Et ce décret numéro 13 de la présidence, ils aimeraient bien l'élargir. Mais ça, c'est des discussions en cours et on va avancer. Purger le PKK, donc le départ des combattants étrangers du PKK est en principe est dans l'accord. Donc on parle de 1000 à 1500 combattants PKK qui doivent quitter le pays. Ou s'ils restent et sans activité politique, etc. Et je pense que là-dessus, il y aura une surveillance très forte de la part du gouvernement syrien, sous pression de la Turquie, pour contrôler ce point. Maintenant, purger les éléments PKK dans la population, je ne pense pas qu'on en soit là. Je ne pense pas non plus que Damas va pousser pour ça, sachant qu'en fait, d'autres partis kurdes arrivent déjà sur la scène politique et vont faire ce travail de démobilisation et
de réouverture de la scène politique kurde, ce qui de facto risque de cornériser le PKK. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là, d'avoir posé des questions et d'avoir été très écoutants. Merci également à toutes les personnes qui sont en ligne avec nous, qui ont également participé, et surtout merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Merci.